Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue encore une fois à ce webinaire sur la performance des équipes engineering. Alors, il s'agit du webinaire numéro 8 puisque chez Pacmind, nous organisons des webinaires toutes les 2 semaines sur deux types de sujets principalement, soit des sujets tech. Alors, typiquement, on a eu il y a quelques semaines l'AI et TDD avec Valentina Djemovic, webinaire qui a eu énormément de succès. Nous aurons la semaine prochaine, je rajouterai le lien en chat, un webinaire avec Dora Bartagis, qui est VP Engineering chez Arola, et puis Cédric Téton, notre CTO, notre Cédric Téton, sur le DDD et GenAI pour sortir du legacy. Donc, c'est un webinaire la semaine prochaine. Là aussi, sujet tech très chaud. Donc, voilà, je vous mettrai le lien pour l'inscription. N'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Donc ça, c'est le premier type de topic qu'on adresse. Le deuxième, c'est celui du leadership technique. Et ce sera le cas aujourd'hui. On a adressé des problématiques comme l'onboarding des développeurs, la montée en compétences des développeurs. Et donc aujourd'hui, on parlera ensemble avec Arnaud de la performance des équipes engineering. Alors pour me présenter rapidement, je suis Laurent Py, CEO de Pacmind. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Arnaud Porterie d'Ecause. Arnaud, si tu veux bien te présenter, et comme j'aime le faire à chaque fois avec nos invités, si tu peux partager un fun fact Ouais, sur toi, ce serait top. très bien. Bonjour à tous et merci de me recevoir. Donc Arnaud Portery, je suis CEO de Ecose et fondateur de Ecose. Auparavant, j'étais directeur technique adjoint chez venteprivée.com et avant ça, j'étais aux États-Unis, du coup, chez Docker où je pilotais le projet open source. Donc voilà, ça fait pas mal d'années que je suis passionné par les sujets de la culture engineering et des sujets de performance. Fun fact sur moi, sur mes hobbies en dehors du travail, j'aime beaucoup la photo. Alors on voit pas, c'est flou derrière moi, mais ça c'est une photo que j'ai prise de Amsterdam. Et j'aime beaucoup la musique, notamment Pink Floyd. C'est pourquoi la boîte s'appelle Echoes. Et il y a d'ailleurs un Easter egg dans ce logo qui fait référence à Pink Floyd, mais que pour l'instant personne n'a jamais trouvé. Donc Mmh. dans la salle. Alors effectivement, je m'en étais pas douté. Et comme je disais en préparation, voilà, ça nous fait Ça fait un un point petit commun. sujet en commun. Même si pour moi, c'est très naissant. Donc, je ne me risquerai pas à jouer. Super. Bah, écoute, merci pour la présentation. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, au menu, on parlera, comme j'ai dit, de performance engineering et on expliquera en quoi la performance n'est pas la productivité, en quoi la performance engineering est une meilleure métrique que la productivité, qui était un débat assez chaud. Et nous ferons un deep dive, une plongée en profondeur sur deux piliers qu'on a identifiés qui sont pour nous vraiment nécessaires pour bâtir une culture de la performance, à savoir monter une culture, mettre en place une culture de l'apprentissage et une culture de la mesure. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet avec la question qu'est-ce que la performance engineering, on a un premier petit quiz pour vous sur votre rôle afin de mieux connaître notre audience. Quel est votre rôle aujourd'hui? Êtes-vous engineering manager, développeur, tech lead ou autre? On va laisser quelques secondes à chacun pour répondre. Voilà, on va s'arrêter. On a donc une grande majorité qui sont autres qu'engineering manager, head of engineering ou tech lead. On aurait dû raffiner encore la réponse, mais en tout cas, voilà, on a parmi nous des responsables engineering et puis des tech leads et des développeurs. Alors, comme je le disais, entrons dans le vif du sujet avec cette première question pour toi, Arnaud. Qu'est-ce que la performance engineering? Oui, effectivement, je pense qu'avant de parler de commencer à créer une culture de la performance, se poser la question, d'abord, c'est quoi la performance engineering? Ça veut dire quoi être une organisation engineering qui performe? Et un peu adresser l'éléphant dans la pièce dont tout le monde parle en ce moment, à savoir la developer productivity. Parce qu'effectivement, vous l'avez vu, ces dernières années, ça a été un sujet extrêmement trending. Il y a la recherche Dora qui a fait énormément de bruit et qui parle assez spécifiquement de productivité des développeurs.
Il y a eu des posts assez controversés. Il y a notamment un article de McKinsey pour répondre à la question peut-on mesurer la productivité des développeurs. En fait, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on parle énormément de ce sujet à une époque où les développeurs, ils n'ont jamais été aussi productifs, en fait. On a des outils à notre disposition aujourd'hui qui sont absolument hors du commun par rapport à ce qu'il existait, ne serait-ce qu'il y a 10 ou même 20 ans. On a des assistants AI, on a des outils open source ultra performants, on a des IDE open source d'ailleurs aussi maintenant qui sont ultra capables. Donc pourquoi autant de bruit autour de la productivité des développeurs alors même que ça devrait pas être aujourd'hui le nerf de la guerre? Je te laisse passer au slide suivant. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, pardon. Moi, mon interprétation de ça, c'est que je pense que la productivité des développeurs, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. On est dans un contexte où les attentes à l'égard des fonctions techniques et de la tech sont grandissantes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est de moins en moins capable de délivrer des résultats business dans la tech aujourd'hui. Et en plus, ça se fait dans un contexte où malgré tout, le contexte économique est pas très favorable. On peut pas embaucher comme on embauchait auparavant. Du coup, il y a un petit peu de tension qui se crée, quoi. Les attentes continuent d'augmenter. Et en face de ça, il faut reconnaître que nous, en tant qu'industrie, on n'est pas très bon pour mesurer et communiquer notre performance. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans la salle qui ont déjà été dans des COMEX, qui ont déjà eu des postes de direction technique, on est dans une situation quand même assez malaisante globalement où, côté marketing, côté sales, on a des outils bien rodés, on a des manières bien rodées de communiquer nos résultats. Côté engineering, c'est souvent un peu plus au bagou, à la discussion, au ressenti, plutôt finalement qu'à la data et qu'à la mesure forte. Du coup, la développeur productivity, c'est pas la performance engineering. C'est un raccourci qui est pas bon, mais c'est aujourd'hui le meilleur proxy dont on dispose. Donc, ça donne une réponse à la question est-ce que aujourd'hui on est performant, en répondant à la question est-ce qu'aujourd'hui les développeurs sont productifs. Mais c'est pas la big picture. Alors du coup, c'est quoi la performance engineering et qu'est-ce que ça veut dire? Nous, ce qu'on propose, c'est un peu de la qualifier en 3 gros piliers. Le premier, c'est l'alignement. Est-ce qu'on met nos efforts au bon endroit? Est-ce qu'on travaille sur les bons sujets? Le deuxième, qui est un peu lié à celui de la productivité des développeurs, c'est la performance du delivery au sens large. Est-ce qu'on délivre du software de manière fiable et de manière efficace? Et le troisième, qui est absolument non négligeable, c'est la santé de l'équipe. Est-ce qu'on est en train de créer un contexte qui est favorable à un succès durable ou est-ce que finalement, on est en train de livrer énormément de choses et probablement les bonnes choses, mais au détriment de la santé de l'équipe? Donc, ce qu'il faut bien comprendre de ces 3 composantes-là, c'est qu'elles sont vraiment universelles. Et je pense qu'il n'y a aucune organisation engineering qui peut vraiment se permettre d'en négliger une trop longtemps. À différentes phases de la vie d'une équipe, à différentes phases de la vie d'une orga, il va y avoir l'un de ces piliers qui est peut-être plus important que l'autre. Et c'est normal et attendu. Néanmoins, ça reste 3 choses qu'on peut absolument pas négliger dans la durée. Et ce que j'aime bien avec cette vision-là, Arnaud, c'est que ces 3 métriques peuvent être en tension. Ce qu'on attend d'ailleurs toujours d'un set de métriques, c'est pas qu'elle mesure une seule direction, mais potentiellement différentes directions qui doivent être en tension. Et donc, l'objectif est toujours, étant donné le contexte et le timing, est-ce que j'ai le bon équilibre? Bon mix, exactement. Et le bon mix. Et c'est vrai que, on peut illustrer avec des expériences passées, je pense, et je pense que les gens dans l'audience aussi auront des idées de situations dans lesquelles ils sont trouvés, d'équipes qui auraient peut-être surpondéré sur un des axes plutôt que les autres, et comment finalement ça a pénalisé l'organisation dans sa globalité. Moi, à titre personnel, j'ai des exemples chez Docker, où finalement je travaillais dans la Silicon Valley avec des équipes extraordinairement performantes. Je pense qu'on avait une performance du delivery qui était vraiment hors du commun, mais on a péché à un moment par un manque d'alignement sur les objectifs qu'on essayait de servir, et notamment, par exemple, l'importance de l'open source versus d'une offre commerciale. Et c'est typiquement les choses qui peuvent pénaliser des équipes, même extrêmement compétentes, si le mix n'est pas le bon. Ouais. Alors, faisons un petit deep dive sur chacune de ces composantes, et peut-être en commençant donc par l'alignement. L'alignement. Donc, l'alignement, c'est quoi? C'est mettre ses efforts au bon endroit, tout simplement. C'est probablement l'un des aspects les plus importants dans le contexte actuel. Déjà parce que, au sens large, la mission première d'une équipe engineering, c'est de produire de la valeur pour son business. Là où je pense que c'est particulièrement important en ce moment, c'est que malgré tout, post-Covid, on est dans un environnement où
le travail est souvent distribué, et ça veut dire que l'alignement est peut-être encore plus difficile à garantir qu'auparavant. L'autre chose qu'on voit, c'est que il y a une tension là aussi perpétuelle entre la partie alignement et autonomie des équipes. C'est normal d'attendre que les équipes engineering aient une part d'autonomie, mais on est dans un contexte, encore une fois, où économiquement, on peut plus vraiment se permettre de faire trop de choses qui soient en dehors de la mission première et des objectifs premiers de l'entreprise. Et puis, comme je le disais, je pense que les problèmes d'alignement, ils pénalisent même les meilleures équipes. Dans les problèmes qu'on voit dans nos discussions avec les engineering leaders, c'est souvent ceux-là qui reviennent quand même en tête. Trop peu de focus, trop de context switching, un mauvais équilibre entre la roadmap technique et la roadmap produit. Ça aussi, c'est extrêmement courant dans des organisations où finalement, aujourd'hui, la conduite de l'exécution se fait à 2 voire 3 têtes avec produit, engineering et éventuellement design. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tension aussi perpétuelle dans est-ce qu'on fait les bonnes choses et parfois la perception qu'on fait trop de l'un et pas assez de l'autre. Et c'est des discussions qui sont cruciales si on veut réellement créer une culture de la performance. Et comme je disais, oui, il y a un problème de perception ensuite sur est-ce que on a le bon niveau d'allocation sur les priorités de l'entreprise? Est-ce qu'on fait trop de dette technique? Est-ce qu'on fait trop de fondamentaux techniques? Ça, c'est des sujets qui sont absolument importants de régler et sur lesquels il faut avoir un niveau de compréhension commune, je pense, qui soit très bon. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que là, en fait, on est très très loin de la développeur productivity. La vraie question et la question fondamentale, elle est, est-ce qu'on travaille déjà sur la bonne Exactement. chose? Parce que la développeur productivity au service de la mauvaise direction, à quoi bon? À quoi bon? Je vais plus vite dans le mur. C'est exactement ça. Alors, donc là, on vient de voir l'alignement. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui me tient personnellement beaucoup à cœur, hein. C'est le deuxième pilier que tu as évoqué, c'est celui de la delivery performance. Et pour parler de la delivery performance, on peut difficilement parler sans évoquer Dora. Alors, deuxième petit questionnaire pour notre audience. Est-ce que vous connaissez le framework Dora? Et si oui, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous monitorez les métriques? Alors, on a presque 50% qui ne connaissent pas et l'autre moitié qui... Ouais, c'est parfait, 50-50. Bon, ce sera utile de faire alors un petit rappel. Merci pour vos réponses. Donc, Dora, alors soit pour rappel, soit pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme de recherche qui est maintenant backé par Google, donc 36 000 professionnels qui ont de l'IT, du software, qui ont répondu à cette étude. Donc c'est basé voilà, sur on va dire un ensemble de data points qui est extrêmement conséquent. Il y a de la science derrière. C'est un sujet, comme je l'ai dit, un sujet de recherche qui a montré que la performance du delivery, donc qui est définie par un certain nombre de métriques qu'on évoquera, cette performance du delivery, elle est drivée par 27 capacités, 27 capabilities. Alors, parmi ces 27 capabilities, on va avoir ce qui s'appelle des capacités techniques, des capacités d'ordre process et des capacités culturelles. On verra des exemples pour chaque. Sur le technique, ça peut être typiquement la CI. Il faut investir sur la CI. Il faut investir sur l'automatisation du déploiement, investir sur l'automatisation des tests, avoir une loosely coupled architecture. Donc, vous avez comme ça voilà, une liste de 27 capabilities. Et ce que montre Dora, en fait, c'est que les organisations software qui ont investi sur ces 27 capabilities, elles ont un niveau de performance du delivery qui est mesuré par 4 métriques. On a 2 métriques qui représentent de la vélocité, donc quelle est la fréquence de déploiement, le lead time du changement, donc le temps entre le commit en gros et puis le déploiement en production. Et puis 2 métriques qui vont plutôt mesurer des aspects qualitatifs. Donc là encore, pour en revenir à l'aspect métrique qu'on évoquait tout à l'heure, ce sont des métriques qui sont en tension, de vélocité et de qualité, en tension l'une avec l'autre. Eh bien, la performance du delivery mesurée par ces 4 métriques, elle augmente, elle est plus que corrélée, hein. Il y a un lien de causalité, c'est ça qui est intéressant dans l'étude, entre ces 27 capabilities
et la performance du delivery. Et l'étude va même plus loin puisqu'elle montre qu'il y a un lien de causalité entre certaines de ces capabilities, la performance du delivery, donc ça c'est votre moteur, le moteur de production de software de l'organisation, et la performance de l'organisation, mesurée par exemple, du market share, donc des parts de marché, mesurée par chiffre d'affaires et mesurée par la rentabilité, la profitabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est assez bluffant de se dire que quand vous investissez sur votre continuous delivery, quand vous investissez sur du trunk-based développement, voilà, sur tout un ensemble de capacités qui vont donner de la puissance à votre moteur de production de software, il est démontré que vous allez statistiquement améliorer la performance organisationnelle de votre entreprise. Donc Dora, c'est ça, on le connaît souvent au travers de ces 4 métriques. Et donc, ils ont développé une classification par rapport à ces métriques sur 4 niveaux de maturité d'organisation. Il va y avoir les organisations élites, donc typiquement, je sais pas, les Google, Netflix, tout ce qu'on peut avoir en tête. Organisation extrêmement performante. Tu parlais tout à l'heure de Docker, Arnaud, qui vont faire du déploiement continu en production, plusieurs fois par jour en production. Et puis, à l'autre bout du spectrum, des organisations, des équipes moins performantes, en tout cas au sens Dora, avec une delivery performance plus faible, qui vont être là plutôt sur de la release ou du déploiement qui va être de l'ordre du mois et avec derrière un change lead time et puis des métriques sur la qualité qui vont être plus faibles. Et là, la première chose qui pour moi est marquante quand on regarde ces métriques, c'est qu'on nous a, durant la dernière décennie, expliqué qu'il fallait choisir entre qualité et vélocité. Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est absolument faux. C'est un immense mensonge. En fait, la vélocité et la qualité vont de pair. C'est-à-dire, lorsque vous investissez sur les bonnes capacités pour votre moteur, les bons pistons, avec les quelques exemples que j'ai évoqués, eh bien, vous allez avoir non seulement de la vélocité, capacité à déployer rapidement et réaliser en production, être extrêmement flexible, et également un niveau de qualité beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que les changements sont plus petits et vous allez avoir la capacité à beaucoup mieux maîtriser l'impact de ces petits changements en production. Et donc, quand on regarde, ça c'était le State of DevOps 2023, donc c'est Google qui a sorti cette étude. On voit la répartition des équipes parmi tous les répondants. Donc, encore une fois, ceux qui ont répondu, comme je disais, c'est extrêmement vaste. Donc, beaucoup d'organisations. On voit ici la répartition d'un point de vue de la maturité, avec une très belle curve. Ici, et la majorité étant entre high et medium. Et pour partager mon expérience, j'avais chez SmartBear, qui était mon expérience passée, l'expérience d'entrepreneur. J'ai monté 2 startups. La deuxième a été rachetée par SmartBear. Et j'ai piloté toute la partie testing, test management, BDD, avec des produits comme Cucumber, que vous connaissez peut-être, chez SmartBear. Et typiquement, au sein de cette organisation, j'ai eu la responsabilité de 7 produits. Et sur les 7 produits, j'en avais sur tout le spectrum. Voilà. J'avais un produit comme Cucumber pour Jira, que peut-être certains d'entre vous ont utilisé, qui était plutôt dans l'élite, puisque l'équipe déployait une dizaine de fois par jour en production. Voilà, produit extrêmement innovant. Un autre produit comme Zephyr Scale, qui est un test management sur Atlassian, où l'équipe déployait, quand ils ont rejoint mon organisation, une fois tous les 2 mois, entre tous les 2 mois et tous les 3 mois. Donc, on était plutôt vers du low performing. Et puis, un autre produit également low performing qui s'appelait QA Complete. Eh bien, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que c'est pas une fin en soi d'être à gauche. C'est pas une fin en soi d'être élite. Là encore, pour revenir à ce que disait Arnaud, ça dépend du contexte, ça dépend des objectifs business. Pour le cas de QA Complete, pour lequel on n'avait pas forcément un environnement compétitif ou un marché qui évoluait beaucoup, réaliser tous les 2 mois, c'était bon. On n'a pas investi sur le moteur, sur notre engine, donc sur les 27 capabilities que j'ai présentées pour améliorer la performance des livres. Par contre, pour Zephyr Squad, le plugin Atlassian, qui était un marché, alors ça remonte à il y a 5 ans, c'est d'ailleurs toujours le cas, extrêmement dynamique, très concurrentiel, avec beaucoup d'évolutions, ajout de fonctions BDD, d'automatisation de tests, etc.
et encore une fois un environnement compétitif très dynamique, il était important pour moi d'un point de vue business d'être capable de réaliser beaucoup plus fréquemment et d'apporter de l'innovation beaucoup plus fréquemment, avoir une boucle de feedback très rapide avec nos clients. Donc c'est devenu un objectif business pour nous de passer de low, d'un point de vue de la catégorie, à high ou voire élite. Alors l'équipe en 4 ans, j'en reparlerai tout à l'heure sur le cheminement, est passé de un déploiement tous les 2-3 mois à un déploiement par semaine. Donc l'équipe a fait un énorme chemin. Mais encore une fois, c'est pas une fin en soi. En l'occurrence, c'était justifié par le contexte. Et donc, pour parler du dernier pilier, je te rends la parole, Arnaud. Ouais. Oui, donc là on a vu la partie alignement, la partie delivery performance. Comme je disais, il y a un pilier qu'il faut pas négliger non plus, c'est le facteur humain finalement. À quoi bon obtenir des résultats extrêmement bons à très court terme s'ils sont pas durables, si ça se fait au détriment de la santé de l'équipe, au détriment même de la satisfaction de l'équipe. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement difficile parce que bien évidemment, quand on parle de sujet humain, la mesure, elle a ses limites. Il y a des proxys qu'on va pouvoir utiliser, mais ça remplacera jamais des discussions en one-on-one, des relations entre les gens et avoir un ressenti qui dépasse largement le cadre de la data. Les choses qu'on peut mesurer, c'est typiquement les taux de churn, voir quand on a des zones de l'organisation sur lesquelles on a des départs plus élevés qu'ailleurs. Paradoxalement, ça peut par contre se corréler avec de la data sur des choses qui sont beaucoup plus tangibles. Je vous prends un exemple parce que j'en ai parlé récemment avec une personne qui se trouvait chez Spotify pour gérer justement leur plateforme data. Ils avaient réussi à trouver un taux de corrélation, très fort entre les temps de build et le taux de churn à horizon 6 mois. C'est-à-dire que des équipes sur lesquelles finalement le temps de build était en dégradation et du coup l'expérience développeur se dégradait, ça se voyait 6 mois plus tard dans la rétention des développeurs. Donc, c'est quand même pas des choses qui sont anodines. Et du coup, les choses qu'on peut demander, c'est effectivement faire des surveys, avoir des sondages de satisfaction et aussi chercher à détecter des patterns qui seraient inhabituels, notamment sur la dégradation des DORA métriques, des choses qui peuvent se voir ensuite sur la qualité du produit. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on a des personnes qui sont un peu loin de l'engineering et typiquement, je sais pas, un CEO qui va vous demander, mais ok, c'est bien, mais comment je fais pour individualiser la productivité ou la performance d'une personne? C'est la mauvaise question. On ne le fait pas au travers de métriques, comme tu le dis, Arnaud. Les managers sont là pour ça. Ça va au-delà de la data. Non, clairement. Et je sais qu'il y a des tentatives qui ont été faites, par exemple, d'essayer d'anticiper sur de l'attrition en regardant si des personnes ne contribuent plus ou des choses comme ça. Mais c'est beaucoup trop dangereux et beaucoup trop glissant comme façon de faire. Déjà parce que on est humain, et ça veut dire que par définition, on n'est pas constant. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins, et c'est la vie, et c'est normal. Et puis, il y a aussi un truc qui est quand même important de garder en tête quand on parle de mesure et de mesure de la performance, c'est que tout n'est pas mesurable, et notamment l'impact individuel n'est pas facilement mesurable. Quelqu'un qui contribue pas de code pendant une semaine, c'est potentiellement quelqu'un qui était chez un customer pendant une semaine et en train de faire quelque chose qui était crucial pour le business, mais qui ne se voit dans aucun des systèmes et qui ne se voit de manière tangible, pas sous forme de ticket, de mail ou de choses comme ça. Donc il faut vraiment garder en tête quel est l'objectif final. L'objectif final, ça reste l'impact pour le business et la performance de l'entreprise dans sa globalité. Et ça se fait par une tonne de petites choses qui ne sont pas toujours la mission première des ingénieurs. Tout à fait, tout à fait. Alors pour conclure cette partie, donc on a vu les 3 piliers de la performance, l'alignement avec les objectifs business, la delivery performance et la santé de l'équipe. Eh bien, construire une culture de la performance, ça va s'appuyer sur ces deux fondations qu'on a évoquées, à savoir la culture de l'apprentissage pour développer justement l'expertise, la compétence et être capable d'améliorer le delivery. Et puis une culture de la mesure qui va elle permettre de s'assurer qu'on améliore bien non seulement notre performance de production, la performance du moteur, performance engineering, mais également l'alignement avec le métier. Donc on va faire un petit deep dive, une dizaine de minutes pour chaque topic, en commençant par la culture d'apprentissage.
Alors, pour construire la culture d'apprentissage, je voudrais revenir sur le pourquoi c'est important, quels sont les bénéfices. Eh bien, il se trouve justement que une entreprise apprenante, une culture apprenante, c'est une des capabilities des 27 que j'ai citées tout à l'heure de Dora. Et comme il s'agit d'un travail de recherche et qu'il y a de la science derrière, là aussi, il y a pas une corrélation, mais une causalité, un lien de causalité qui est démontré entre investir sur une organisation apprenante, je reviendrai sur les leviers pour ça, et d'un point de vue des bénéfices, une amélioration de la fréquence de déploiement et de l'ensemble des Dora Metrics, des cas Dora Metrics que j'ai cités précédemment. Donc, si vous investissez sur l'upskilling des développeurs, sur l'apprentissage globalement de votre organisation engineering, eh bien, vous allez derrière améliorer par conséquent les métriques de performance de votre équipe. La deuxième chose, c'est la définition du ROI de la formation d'un développeur. Et pour ça, j'aime bien alors le signe égal a un peu ripé, mais cette équation qui a été partagée par Régis Medina lors de la conférence Flocon en 2023, il définissait la valeur d'une équipe, d'un développeur ou d'une équipe de développement de la façon suivante, c'est la qualité du produit divisé par le coût total pour le construire. Et donc par qualité du produit, on entend l'ensemble des attributs de la qualité, c'est-à-dire la qualité déjà fonctionnelle. On a bien développé, implémenté le scope qui répond aux besoins profonds du client, la qualité d'un point de vue de la fiabilité, de la sécurité, etc., etc. Donc tous les attributs, encore une fois, de la qualité. Et puis le coût total, il inclut non seulement le coût du design et le coût de développement, mais aussi le coût d'opération et le coût de support. Parce qu'il est facile de développer très vite un produit ou une application, et puis derrière avoir des coûts de rework, des coûts de maintenance et des coûts de support qui sont extrêmement forts parce que la qualité est très basse, la qualité du produit est très basse. Et donc le job d'une équipe de développement, le job d'un développeur, c'est de maximiser la valeur, c'est de maximiser cette équation. Et pour maximiser l'équation, il y a deux choses à faire. Il faut maximiser le dénumérateur, donc comment est-ce que j'augmente la qualité, et puis il faut baisser le coût total. Et j'insiste bien sur le coût total. Baisser le coût total veut peut-être dire investir un peu plus en développement pour derrière avoir un coût d'opération et un coût de support qui soit minimal. Donc c'est important de garder la big picture. Et donc oui, le job du développeur, le job d'une équipe de développement, c'est aussi de baisser les coûts. Et donc pourquoi, j'en reviens au sujet principal, il est important d'investir sur la formation des développeurs, sur l'upskilling de votre organisation. Eh bien simplement parce que plus vous avez des développeurs qui vont avoir de l'expertise, plus ils vont être capables de réduire les coûts. Vous prenez un développeur qui a une grande expérience, qui a déjà travaillé sur le type de problème que vous allez adresser avec votre nouvelle application, il va être capable d'aller 5 fois plus vite en faisant un travail de meilleure qualité que des développeurs qui n'auront pas encore été confrontés, qui n'auront pas son niveau d'expertise et qui n'auront pas encore été confrontés à la problématique. Et puis, il en va de même sur la partie numérateur, quand je parle de qualité. Construire, pour revenir à un des messages qui était sur le chat, oui, on peut avoir la vélocité et la qualité qui vont de pair, mais pour ça, il faut effectivement investir sur sa CI, sur ses tests automatisés, faire peut-être du TDD, du BDD, avoir l'ensemble de ces bonnes pratiques. Ça demande aussi de l'expertise pour faire un soft de qualité, l'expertise technique, mais on a aussi l'expertise domaine. Donc passer du temps à créer une intimité entre le développeur, l'équipe de développement, et puis la problématique client qu'on résout, c'est important parce que ça permet de sortir, de développer des fonctionnalités qui vont mieux répondre au final aux besoins du client. Donc voilà, investir sur les compétences de son équipe, c'est un ROI extrêmement important puisque derrière, c'est directement corrélé à la valeur que va produire l'équipe. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles il est important d'investir sur une culture apprenante. Alors une fois qu'on a dit ça, on doit aussi se poser la question de ça veut dire quoi et surtout comment est-ce que l'humain apprend. Et pour ça, je vous recommande un livre qui s'appelle Think Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je vais d'ailleurs vous le mettre dans le chat. Et donc, Daniel Kahneman explique que
le cerveau humain fonctionne en gros de deux façons. Il y a ce qu'il appelle le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est un système extrêmement rapide, automatique, qui va vous permettre de répondre, de trouver des réponses très vite à des questions qui peuvent être simples, voire même parfois compliquées, mais parce que vous avez déjà la réponse quelque part. Donc le système 1 va par exemple vous permettre de dire, quand je suis en voiture, je m'arrête à un stop, je vois des voitures qui arrivent, je suis capable juste avec un regard, vous réfléchissez pas, en tout cas pas de façon forcément consciente, vous allez savoir à quelle vitesse va cette voiture pour savoir si vous avez le temps de passer ou pas. Finalement, c'est merveilleux, alors que c'est une opération extrêmement compliquée. Si je te demande, Arnaud, de 1 plus 1, tu me dis égal à 2. Très bien. Même moi, j'aurais pu répondre il est 7 heures du matin pour moi. Par contre, on va avoir le système 2 qui, lui, va mobiliser beaucoup plus de ressources et qui va répondre à des questions plus compliquées pour lesquelles on n'a pas encore les réponses. Donc, si je te demande, par exemple, Arnaud, 27 fois 18, je vais chronométrer combien de temps il faut pour répondre. Non, pas là. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. Et si en plus, entre-temps, je te dis, tu peux retrancher 18 au résultat, voilà, je commence à ajouter à ta mémoire de travail court terme et puis aux algorithmes que tu es en train de mobiliser beaucoup d'informations. Et là, ça va te prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Tu vas avoir tes pupilles qui vont se dilater. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le système 2. Eh bien, c'est une assez bonne analogie de la différence que vous allez avoir entre un expert et un beginner. L'expert, parce qu'il a déjà rencontré plusieurs fois le contexte, la problématique, même si elle n'est pas exactement la même, quand il va être confronté à un problème, pour lui, ça va être 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, il va répondre tout de suite, ça va aller très très vite. Alors que le beginner, pour lequel c'est une problématique nouvelle, je sais pas, il est confronté à un nouveau problème, il faut utiliser un design pattern, qui est le design pattern par exemple stratégie. Voilà, il va falloir qu'il trouve la solution et puis il va y aller par essai-erreur. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Et donc j'en reviens à l'équation de tout à l'heure. D'un point de vue du coût, ça va coûter effectivement beaucoup plus cher. Donc d'où la nécessité d'investir sur les compétences. Il y a aussi malgré tous les outils qu'on a à nos dispositions aujourd'hui, comme le fameux ChatGPT que beaucoup de développeurs maintenant utilisent, ou Copilot, c'est très bien, mais la mémorisation et l'apprentissage, elles restent fondamentales. Pourquoi? Parce que votre système 1 est capable de répondre à 1 plus 1 égale 2 sur des problématiques de coding qui peuvent être assez complexes. Ça veut dire que vous vous y êtes confronté. Vous avez appris, vous avez failé et vous l'avez fait plusieurs fois. Donc, vous êtes capable de faire du pattern matching de façon extrêmement efficace. Si à chaque fois, il va falloir poser la question, la déléguer à une AI, c'est comme avoir une application dont la RAM, finalement, vous la déportez sur un disque dur. Les performances vont être très mauvaises. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a ChatGPT qu'on peut, externaliser l'ensemble de la connaissance et de l'expertise, parce qu'on perdra aussi en performance. C'est bien la somme des deux qui va rendre le développeur et l'organisation plus performante. Et puis la dernière chose que je voulais partager sur le sujet de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la sémantique web. Donc la bonne façon, la façon la plus efficiente d'apprendre un nouveau concept, c'est de passer par cette vague de l'abstraction, la partie concrète, et puis repasser par l'abstraction. Donc concrètement, ça donne ça. Si par exemple vous êtes confronté vous voulez apprendre un nouveau design pattern, le design pattern Mediator par exemple, vous allez lire ou je sais pas, regarder un tutoriel ou un des développeurs va vous expliquer voilà ce qu'il fait. Ça, c'est la partie abstraction. Vous allez construire un modèle mental de ce pattern. Vous allez ensuite l'appliquer et le fait de l'appliquer va contribuer à faire évoluer l'abstraction que vous avez, le modèle mental que vous avez construit de ce pattern. Et donc voilà, faut le voir un peu comme une statue. C'est quelque chose que vous raffinez petit à petit à coups de ciseaux à mesure que vous le pratiquez. Donc c'est toujours ce cycle abstraction, concrétisation, exemple, et puis de nouveau abstraction qui permet
d'apprendre de façon efficace. La dernière chose que je voulais partager avec vous avant de finir sur on va dire les leviers pour construire une organisation apprenante, c'est le taux de rétention de l'information. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête quand vous voulez investir sur une organisation apprenante. Les taux de rétention ne sont pas les mêmes en fonction des médias qu'on utilise. Si vous utilisez typiquement je sais pas, des tutoriels sur YouTube, vous allez en retenir 20%. Alors que donc tout ça, la lecture, etc., ce qu'on appelle du passive learning, les taux de rétention sont évidemment beaucoup plus forts avec de l'active learning, donc discussion de groupe, pratiquer en faisant, et puis l'enseignement, si vous-même vous enseignez des techniques, donc en tant que coach ou mentor. Et là, vous allez avoir des taux de rétention qui vont de 50 à 90%, donc extrêmement plus importants. Alors, tout cela étant dit, les 3 principaux leviers pour construire une culture apprenante, c'est le premier, c'est de développer un growth mindset. Et ça, c'est la différence entre les bons et les exceptionnels. Développer un growth mindset, ça veut dire développer des personnes qui ont cette soif insatiable de s'améliorer. Donc l'amélioration continue. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec Séverine Darlot, qui était une lead, mon VP Engineering, qui m'a suivi sur mes différentes startups et qui aujourd'hui manage 140 personnes chez SmartBear. Voilà, à la fin de l'itération que tout le monde avait terminé, était content de l'itération. C'était qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer à la fois d'un point de vue process, mais aussi d'un point de vue technique. Donc ça, c'est le premier aspect, une soif insatiable d'apprendre. La prise de feedback, toujours très important. Qu'est-ce que demander du feedback aux autres personnes, avoir ces débats, j'appelle ça la cognitive friction, qui permet de s'améliorer, et puis de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et pas comme quelque chose qu'on va fuir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le coaching et le mentoring. Quand vous avez développé un growth mindset et que vous avez des tech leads qui ont justement ce niveau d'expertise, ce facteur 10X, la question derrière, c'est comment est-ce qu'on s'assure que cette expertise est partagée et transmise à l'équipe. Donc, il est important d'avoir ces 2 pieds, non seulement l'expertise, mais aussi la capacité pour ces personnes, et là, ça pourrait être un webinar en tant que tel, à coacher et mentorer l'équipe. Et puis, le troisième point, c'est la cadence. Ça aussi, c'est montré dans les neurosciences. Pour apprendre, il est important d'avoir un espacement, une répétition sur le thème qu'on veut apprendre. C'est pas le tout de bourriner pendant 1 heure ou 2 jours sur le sujet. Donc cet apprentissage doit s'inscrire dans les rythmes de l'équipe. Donc ça, c'est les 3 leviers que personnellement j'ai toujours cherché à développer, à activer dans les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit dans les startups que j'ai cofondées et pilotées, ou que ce soit avec mes différentes équipes chez SmartBear. Et donc, pour finir sur cette partie-là, je voulais prendre 30 secondes pour vous parler de Pacmind. C'est avec ce bagage que j'ai partagé avec vous sur l'importance de l'apprentissage continu chez les tech leads, l'apprentissage du mentoring, donc du partage avec l'équipe, et de l'apprentissage actif, donc le partage par la pratique, qu'on a créé la solution Pacmind. Donc Pacmind, c'est une solution qui, pour ceux qui connaissent pas, qui permet aux tech leads, aux seniors, de développer ce facteur 10X dont je parlais tout à l'heure et de partager cette expertise avec l'ensemble de l'équipe, donc leur faire bénéficier du facteur 10X par le partage des bonnes pratiques. Et donc ça marche simplement en 3 étapes. On a un écosystème de plugins dans les IDE, dans le code review, qui vont permettre aux tech leads d'identifier les bonnes pratiques de développement, aussi les mauvais patterns, les choses à pas faire et qu'on va refactorer avec le mauvais pattern avant et la solution ensuite. Et ces pratiques qu'on identifie dans notre flow de travail quotidien, on va ensuite pouvoir les partager avec l'équipe. Ça, c'est l'étape 2. Donc, discussion de groupe. Rappelez-vous, là, on apprend beaucoup en discussion de groupe, taux de rétention de 50% sur les do's et les don'ts. Et ça, on le fait chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc, c'est une hygiène de l'équipe. On va revoir les patterns, les bonnes pratiques, les choses à faire, à ne pas faire. On va les valider ensemble, se mettre d'accord. Et le côté magique est que lorsqu'on a validé une pratique avec l'équipe,
Typiquement, c'est dans tel contexte, que je suis dans ce contexte, je dois faire des stubs et pas des mocks, par exemple. Quand il s'agit de tester, eh bien, c'est lorsqu'elle est validée, la pratique, et là on utilise les AI, va devenir automatiquement actionnable dans l'IDE de tous les développeurs. Donc, ça revient à prendre le savoir-faire, capturer le savoir-faire, l'expertise du tech lead pour derrière le rendre actionnable et le mettre à disposition de l'ensemble des développeurs et donc de valoriser l'apprentissage, comme je l'évoquais, actif chez les développeurs. Donc voilà le premier pilier, construire une culture apprenante et les différentes façons de le faire. On va maintenant s'intéresser, puisque je vois que l'heure tourne, à la culture de la mesure. Et là, je vais repasser la parole à Arnaud. Oui, effectivement, merci. Sur la partie mesure, je vais essayer de faire court et de vraiment m'en tenir aux leçons les plus importantes. Il y en a quelques-unes. La première, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est la loi de Goodhart, qui dit quand une mesure devient la target, elle arrête d'être une bonne mesure. Il y a plein de versions de ça. Vous en avez probablement déjà entendu par le passé. L'idée étant que si une mesure qui devrait être utilisée pour de l'amélioration continue, pour se challenger, devient la cible, à partir de là, on n'aura plus envie de se challenger. On aura juste envie de faire que la mesure soit verte par tous les moyens. Et les développeurs, c'est des personnes qui sont intelligentes et qui sont parfaitement outillées pour trouver les moyens automatisés de faire qu'une mesure soit verte. Donc, ça sert à rien d'essayer de défendre pour des idiots. C'est pas en mettant des seuils et des niveaux à atteindre sur des métriques arbitraires, notamment des vanity metrics tels que des nombres de lignes de code ou des nombres de tickets ou des nombres de story points, que vous allez obtenir des résultats pertinents, en tout cas pour l'entreprise. Une des erreurs les plus couramment faites et qu'on constate chez malgré tout beaucoup d'organisations aujourd'hui, justement à un moment où les DORA sont à la mode, etc., c'est de confondre les métriques qui vont être utilisées pour la communication à stakeholders et les métriques qui vont être utilisées pour l'amélioration continue. Pourquoi je dis ça? Parce que les DORA métriques, c'est un excellent exemple justement de benchmark pour essayer de se challenger et pour comprendre comment s'améliorer. Mais c'est des choses qui sont réellement actionnables par les équipes et exclusivement par les équipes. Dans les mains d'un stakeholder, dans les mains d'un CEO, dans les mains d'un responsable du business, c'est un indicateur de performance sur lequel il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas d'action de sa part, si ce n'est en demander plus, ce qui n'est pas forcément super pertinent. Un des exemples que j'ai utilisé récemment, que j'ai vu dans une entreprise, c'était quelqu'un qui me disait qu'il a remonté par exemple à sa direction comme indicateur aujourd'hui le nombre de bugs. Pourquoi? Tout simplement parce que sa direction lui demandait des indicateurs mesurables de la performance de l'équipe et que le nombre de bugs, c'est quelque chose qu'il avait sous la main. Mais quand vous donnez à un CEO le fait que vous avez eu 40 bugs le mois dernier, en fait, tout ce qu'il va vous demander ce mois-ci, c'est j'en veux moins que 40. Ça dit pas grand-chose de la valeur créée, ça dit juste qu'il y a eu moins de bugs. Encore une fois, je pense qu'il faut tracer une ligne ici qui est vraiment importante. Et les DORA sont un peu dans ce même lot. Présenter un lead time à un board, je pense que c'est une pente un peu glissante. Et c'est pas là-dessus que vous êtes attendu en tant que responsable de l'engineering. Ça, c'est un moyen. C'est quelque chose que vous devez mesurer pour être sûr que vous êtes à la hauteur de vos exigences en termes de delivery, mais c'est pas la finalité de votre mission. Le deuxième point, qui est un peu lié, c'est coller des chiffres sur un dashboard, ça va pas changer la culture. Et le problème, c'est que les mesures, elles ne trouvent de valeur que dans les actions qu'elles informent. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle mesure. C'est vrai pour les DORA, mais c'est vrai pour toutes. Si, au final, vous mesurez quelque chose, mais que ça n'informe pas de décision, c'est une mesure qui n'a aucune valeur. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sous-estiment le gap entre la mesure et rendre une mesure actionnable dans les mains des équipes. Et c'est, je pense, un enjeu qui est aujourd'hui crucial, à un moment où vraiment on a envie de commencer à outiller l'engineering avec de la data, parce que, pour toutes les raisons qu'on a vues plus tôt, parce que tout simplement, il y a besoin de se challenger, il y a besoin de présenter aussi à nos stakeholders des résultats, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ça, c'est une question qu'on se pose, je pense, pas suffisamment. Ouais. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis là, Arnaud, ça me fait penser à l'exemple que j'évoquais tout à l'heure sur l'équipe Squad qui devait, Zephyr Squad, améliorer son moteur de production. Là, c'est typiquement un contexte dans lequel les DORA ont du sens parce que c'est un enjeu business, alors que pour la majorité des autres produits dont j'avais la responsabilité, c'était juste pas un sujet, il n'y avait aucune raison de reporter les DORA métriques. Absolument. Absolument.
De la même manière, en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait chez Ecos? Nous, ce qu'on va vous permettre de faire avec la plateforme Ecos, justement, c'est de mesurer tous ces différents axes du succès et de la performance de l'équipe engineering et de tracer une ligne claire entre ce qui va être utile à la communication avec les stakeholders et au contraire, ce qui va être utile dans les mains des équipes. En deux mots, on va par exemple permettre de mesurer l'alignement des efforts des équipes engineering par rapport aux objectifs d'entreprise et aux projets d'entreprise. Donc, comprendre combien on dépense sur les différents OKR, combien on dépense sur la maintenance, combien on dépense sur tous ces sujets-là, et pouvoir avoir des discussions informées sur est-ce qu'on a le bon mix finalement? Est-ce qu'on est là où on est attendu? Est-ce que c'est normal pour une certaine équipe d'allouer 60% de son effort à la roadmap technique et pour une autre 80% à des nouvelles features? Le deuxième volet, c'est de mesurer la performance du delivery avec les Dora Metrics. On en a déjà suffisamment parlé. Mais le troisième point, c'est de rendre toutes ces métriques actionnables dans les mains des équipes en détectant automatiquement les patterns qui sont anormaux et les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, par exemple, des Dora Metrics, pouvoir savoir que l'équipe a généralement un temps de revue de une journée, c'est intéressant. Mais le plus intéressant, c'est de détecter quand on a déjà une pull request qui est en revue depuis un jour et demi, de voir du coup que ça sort du cadre normal d'opération de l'équipe et donc de détecter qu'il y a quelque chose qui manifestement est en train de mal se passer et qui doit être notifié à l'équipe pour qu'elle puisse agir. Absolument. Alors, je crois que tu souhaitais terminer par une magnifique analogie sportive. Je vais terminer par une analogie qui nous avait été partagée par Fabien Galtier, donc le sélectionneur de l'équipe de France de rugby pendant le Tech Rocks de 2022, si je dis pas de bêtises. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, il a parlé de la data dans son sport. Et je trouvais qu'il y avait des parallèles extrêmement forts avec là où on en est dans notre industrie. Ce qu'il nous a raconté, c'est comment son premier contact avec la data dans son sport, ça a été en tant que joueur à l'époque, donc pas en tant que sélectionneur, mais en tant que joueur, où au début du match, avant le match, son coach lui a dit, au fait, sur ce match, on va tester une solution qui va mesurer des choses. Joue comme d'habitude, mais pour info, à la fin, on débriefera parce qu'on aura des datas. Et donc, bon, lui, il est allé sur le terrain, il a fait son match comme d'habitude. Et quand il est sorti du terrain, il a son sélectionneur qui lui a dit dis donc, t'as pas beaucoup couru. Et il a été un peu scié parce que il a fait un super match. Il a été élu joueur du match en l'occurrence ce jour-là. Et le feedback derrière, c'est t'as pas beaucoup couru. Ok, mais est-ce que mon job c'était de courir ou est-ce que mon job c'était de gagner le match? Parce que le match on l'a gagné quoi. Et du coup c'était super intéressant parce que à côté de ça, il a fait un zoom du coup, je vais pas dire de bêtises, mais je pense une vingtaine d'années en avant où lui, en tant que sélectionneur, comment il utilise la data aujourd'hui, en expliquant que maintenant, c'est un truc hyper crucial dans leur métier, qu'ils ont d'ailleurs des data scientists à leur service, à l'équipe de France de rugby, et qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'ils regardent, c'est beaucoup moins la productivité individuelle de est-ce que tu as couru, mais beaucoup plus la dynamique d'équipe. Et notamment, est-ce qu'on a couru au bon moment? Est-ce qu'on n'a pas dépensé de l'énergie à des moments où c'était pas pertinent? Est-ce que justement, les moments clés du match, on a mis le niveau d'impact qui était suffisant et nécessaire pour faire basculer les choses? Donc, on est beaucoup plus dans la dynamique d'équipe, l'utilisation des ressources au bon moment, que dans la performance individuelle et la distance parcourue. Et je pense que c'est un peu là qu'on en est finalement quelque part aujourd'hui dans la tech. On voit bien qu'il y a un appétit pour de la data. On voit bien qu'on ne peut pas continuer à opérer comme on le fait aujourd'hui trop souvent, à savoir au jugé et au ressenti plutôt qu'avec de la data. Mais la réalité, c'est qu'on en est encore un petit peu au « t'as pas assez couru ». Ouais. Ah, j'aime beaucoup cette analogie, surtout que j'ai aussi l'habitude de dire que le software, c'est un sport d'équipe où la compétence est la limite. Et ça s'applique également, j'allais dire, à la partie apprentissage. Quand on regarde le sport de haut niveau, alors moi, c'est pas du rugby, c'est plus du basket que je vais voir, hein, les Celtics, où je vois les meilleurs joueurs qui sont insatiables. Je parlais tout à l'heure d'être insatiable dans l'apprentissage et dans la répétition du geste. Ils vont faire 200 shoots à 3 points avant de démarrer le match. Et il y a encore le coach qui est en train de leur expliquer non, le coup là, c'était pas top, il faut plutôt faire comme ça. Alors que voilà, Jason Tatum, il a été élu plusieurs fois meilleur joueur de NBA. Donc cette analogie sportive, ouais, elle s'applique, je pense, très très bien au monde du développement. Donc là, on a parlé un petit peu de nos différentes expériences. Il y aura encore beaucoup à dire sur ce qu'on a pu apprendre autour du thème de la performance des équipes engineering. La question qu'on a envie de vous retourner pour l'audience, c'est qu'en est-il pour vous?
aujourd'hui dans vos contextes? Est-ce que ce sont des sujets sur la métrique, sur l'apprentissage, qui sont des sujets d'investissement pour vous? Est-ce que c'est des sujets qui ont été identifiés? Voilà, on est ouvert à vos questions, soit en live aujourd'hui, soit vous pouvez également, on a pris le soin de créer des petits QR codes, Arnaud et moi-même. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et poursuivre cette discussion à un autre moment. En tout cas, merci à chacun pour votre participation et voilà, dans l'attente de vos questions. Bon, en tout cas, merci pour ces super retours. C'était avec plaisir. On aura une dernier petit questionnaire pour vous sur justement ce webinaire. Est-ce qu'il était utile? Est-ce que vous avez appris des choses? Donc, si vous pouvez voilà, mettre une petite note. On parlait de la mesure, la culture de la mesure. Eh bien, nous y sommes. Voilà, une petite note entre 1 et 5. Je vois une question dans le chat là sur comment vous mesurez concrètement l'alignement. C'est un très vaste sujet. Alors, c'est très difficile à mesurer l'alignement et malheureusement, la solution qu'on voit les plus communément mise en place dans les différentes entreprises sont pas très satisfaisantes et en tout cas vont vraiment à l'encontre de l'expérience des développeurs. Typiquement, les solutions un peu historiques pour être capable de mesurer si on est en train de mettre nos efforts au bon endroit, ça va être du time sheeting manuel ou alors d'exiger de tout le monde qu'ils saisissent des tickets Jira pour chaque tâche et chaque action qui soit faite de leur part pour créer de la visibilité pour le management. Dans les deux cas, c'est vraiment des choses que les développeurs détestent et qui généralement, du coup, seront mal faites ou pas suffisamment faites. Ce qu'on avait mis en place chez Vente Privée, c'était de commencer à essayer d'avoir ces espèces de grosses lanes, donc ces grosses files d'investissement sur lesquelles on veut avoir de la visibilité, et on l'a fait au jugé. C'est-à-dire qu'on l'a fait dans nos discussions avec les différents product managers, avec les différents managers, de comprendre comment les équipes distribuaient leur temps entre les différents sujets, réussir à comprendre comment elles passaient de temps en maintenance. Tout ça pour pouvoir avoir finalement ce qu'on appelait la heat map, donc cette vue d'ensemble de comment on distribue notre budget aujourd'hui. Et donc, pouvoir avoir des discussions, pour ma part, avec le CEO et avec les founders, pour leur dire, bah voilà, on est mobilisé sur les bons sujets, on peut se permettre de démarrer ça, ou on peut pas se permettre de démarrer ça, mais en tout cas, avoir ce socle commun. C'est clairement ça qui a inspiré Ecose. Aujourd'hui, Ecose, la manière dont il répond au problème, justement, c'est en s'interconnectant avec Jira, avec GitLab, automatiser toute cette partie-là pour avoir cette visibilité sur la manière dont on alloue nos efforts sur les différents objectifs d'entreprise, sans nécessiter de la part des devs qui fassent du time sheeting ou des choses comme ça qui, objectivement, n'ont pas de sens d'être faits, alors même que le travail est fait par ailleurs. Autant mesurer là où le travail est fait. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, Arnaud, c'est pour avoir été donc general manager d'une business unit chez SmartBear, avec la responsabilité de 7 produits, c'est la capacité à, quand on va faire notre allocation, et là c'est typiquement voilà l'executive team qui va dire on met 100 millions sur tel projet, on en met 10 sur tel autre par rapport au potentiel marché, etc. Derrière, c'est de se dire quelle est la définition du succès. Cette définition du succès, elle est commune. Alors, on peut utiliser les OKR, MBO, il y a voilà, plein de façons de définir ces objectifs. Mais ce que je recommande, c'est d'avoir des objectifs qui soient pas par fonction, qui soient des objectifs business, que l'ensemble des fonctions ait au moins comme objectif, peut-être des objectifs de fonction pour eux, mais en tout cas cet objectif business qui soit partagé. Et ce que j'aime beaucoup dans l'approche, c'est la capacité derrière à Kekos de faire le lien sans effort pour le développeur entre mon OKR, par exemple, le business, voilà, je veux modifier tel comportement dans le produit qui va donner tel bénéfice d'un point de vue business. Et puis, est-ce que l'équipe aujourd'hui est en train de contribuer dans cette direction-là? Ça, c'est vraiment ce qui manquait, quoi. Là, on n'en a pas parlé dans le contexte de présentation, mais c'est vrai qu'on a parlé des Dora, on a parlé des Netflix et des Google qui livrent hyper fréquemment, mais en fait, il y a un truc, je pense que ces entreprises-là ont compris et sur lesquels il y a encore beaucoup de l'industrie qui a du retard, c'est le fait que le business et la tech sont devenus indissociables. Et ça, je pense que c'est un des éléments clés dans la recherche de la performance dans sa globalité, c'est qu'en fait,
il y a beaucoup des choses dont on a parlé là, en termes de culture de l'apprentissage, de culture de la mesure, qui dépassent le cadre de la tech et qui posent aussi la question de la tech n'est plus un centre de coût et il faut commencer à fonctionner en tant que tel, quoi. Alors, pour la route, ce sera peut-être la conclusion. Je remets un autre livre à lire. Ça en fera deux. How to Measure Anything, qui est un super bouquin que je suis en train de terminer. Et voilà, il explique littéralement que la mesure, c'est une réduction alors il dit uncertainty, donc je sais pas comment on le traduirait au mieux, et qu'on peut tout mesurer à partir du moment où on a compris quelle est la uncertainty qu'on veut réduire et à quelle décision elle répond. Donc, si vous n'avez pas de décision à prendre, il n'y a rien à mesurer. Vous avez une décision à prendre, quelle mesure vous allez vouloir prendre par rapport à cette décision spécifique. Donc, la mesure, elle est toujours contextualisée par rapport à une décision et par rapport à où est mon incertitude. Où est mon incertitude et comment est-ce que je la réduis. Donc, je pense que ECO serait une très belle illustration dans ce livre-là, mais effectivement, je le recommande à tout le monde. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire numéro 8. Merci beaucoup Arnaud, merci à Ecos, et puis merci à l'ensemble de notre audience. À la prochaine, semaine prochaine pour le DDD. Bye bye. Au revoir, merci.